Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours de débats et d'échanges avec des experts, des entreprises, des architectes et des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum du patrimoine est organisée par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium. À mi-chemin entre les métiers de couvreur et de maçon, le lavier ou l'osier réalise des couvertures à partir de pierres calcaires. Ce savoir-faire est particulièrement présent dans les régions françaises de Bourgogne et du Sud-Ouest, mais récemment, ce savoir-faire a été identifié et inventorié dans les Hauts-de-France. Nous avons donc une émission avec un scoop. Je reçois 2 invités particulièrement engagés dans la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine. Tout d'abord, Antonio Rotondo, bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan lavier en Bourgogne. À vos côtés, un architecte du patrimoine, Judicaël de la Soudière-Niaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également responsable du cours de couverture à l'école de Chaillot. Alors pour commencer cette discussion, est-ce que vous pouvez nous présenter les spécificités de ce métier ? C'est-à-dire la couverture là, c'est déjà origine, on va parler de l'ose. C'est de la pierre plate calcaire qu'on pose qu'on transforme en pouvoir couvrant. On a un pouvoir couvrant des pierres et qu'on pose en tas de charges sur une toiture. On arrive à les poser les unes sur les autres. Elles se tiennent par leur propre poids. On appelle ça en tas de charges. Voilà, la spécificité, c'est que c'est un matériau qui sort déjà directement de la nature, qu'on transforme de A à Z pour arriver à faire une couverture, quoi. Un véritable savoir-faire traditionnel. Il y a 2 façons de type de pose et Antonio a justement l'avantage de savoir de connaître les 2 façons de pose, c'est-à-dire la pose sur charpente et la pose en tas de charges sur maçonnerie. Alors comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors ça vient effectivement du scoop que vous avez introduit, c'est-à-dire qu'il existe de la lauze dans les Hauts-de-France et tout particulièrement dans l'Aisne. Alors aussi un petit peu dans l'Oise et dans une région qui est juste à proximité de l'Aisne, c'est-à-dire dans la Marne. Donc il y a plusieurs églises, il y a un ensemble d'églises qui sont couvertes effectivement en lauze et nous avons effectué à la demande de la DRAC des Hauts-de-France une étude de façon à comprendre comment réintroduire ce savoir-faire. Alors en fait c'est venu de l'image là de cette église, c'est l'église de Trucy là, qui est à l'écran, et cette église qui est classée au monument historique avait un problème, c'est que la couverture en lauze donc sur le chœur était vieillissante. En fait c'est sur les 2 absidioles qui sont de part et d'autre de l'abside et aucun couvreur ne savait restaurer, et donc devant ça le maire, propriétaire de l'édifice, a refusé à ce que l'on puisse restaurer l'édifice avec de la lauze, enfin les 2 absidioles, étant donné qu'aucune entreprise était capable de garantir le travail. Et la DRAC s'est dit, ah oui mais attention, parce que si on change de matériau de couverture, on va perdre, non seulement on va dégrader l'architecture du monument, mais en plus on va perdre un savoir-faire rare, certes, mais qui existe encore dans cette région. Et donc la DRAC a eu l'idée de prendre les choses par le bon bout, c'est-à-dire de commencer par réfléchir sur un corpus, de réfléchir de façon très organisée et ordonnée. C'est une sorte de dossier assez scientifique, enfin même complètement, avec une analyse. Là on peut passer aux images suivantes. Alors ça c'est d'où vient Antonio là. Il a pas dit, mais Antonio en fait vient du sud de l'Italie, et dans l'Italie il y a encore un grand savoir-faire en fait de lavier, de l'osier. Avec là on voit les troulis des pouilles, hein, c'est bien ça Antonio. Alors on peut aussi passer aux images suivantes. Et en fait quand on a monté, je fais une digression, mais quand on a monté l'équipe pour gagner l'appel d'offres, c'était un appel d'offres, et bien nous avons répondu avec un historien de l'architecture, avec une entreprise locale de l'Aisne qui ne savait pas poser de lauze mais qui avait envie de le faire, et avec 2 spécialistes, donc un lavier de Bourgogne, Antonio ici présent, et un lauzier de Lozère. J'ai montré après, donc ça ce sont des réalisations de Antonio, et il y a des réalisations aussi après de l'autre lauzier qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui vient de Lozère. Voilà, là on est sur le Cosméjean au fin fond de l'Occitanie en Lozère, et donc ça c'est une restauration, c'est une couverture qui a 250 ans parce que la couverture est d'origine, il s'agit d'une grande bergerie du milieu du XVIIIe siècle. La couverture est en place, elle n'est pas en très bon état mais elle est en place. C'est extrêmement résistant. Et c'est un matériau très résistant en effet, mais par contre il faut savoir l'entretenir. C'est-à-dire que si on ne l'entretient pas, rapidement on peut avoir des problèmes de fuite dessus. Et donc après, alors les images peuvent
peuvent un petit peu défiler. Ça, c'est un chantier récent de Jean-Philippe Vernet. Il y a un travail de récupération du matériau, de tri des lauses pour en remettre une grande partie sur l'édifice restauré. Ça, c'est après restauration d'une bergerie, de l'un des bâtiments de la bergerie. Voilà, après, on va revenir sur le dossier de l'Aisne. Parce qu'évidemment, le dossier de l'Aisne s'appuie sur le savoir-faire du restant du pays, vu que ce savoir-faire est totalement disparu en Haute-France, et depuis longtemps en plus. Alors il y a encore, diapo suivante, encore, voilà, on y arrive. Voilà, et en fait, alors il se trouve que l'Aisne est l'un des plus grands départements en termes de monuments historiques en France. Il y a 850 communes, presque autant de monuments historiques. Et donc, on a vu toutes les églises de l'Aisne. Et on a trouvé, il n'y en a pas tant que ça, mais en fait, on a trouvé une petite vingtaine d'édifices couverts en lauze. Mais par contre, une grosse cinquantaine d'édifices qui potentiellement étaient en lauze. Et en fait, sur le potentiel, c'est même plus qu'un potentiel, c'est de façon quasiment certaine. Donc, nous les avons resitués sur cette cartographie. Donc, vous avez compris, c'est un peu moins d'une centaine d'édifices qui soit ont encore de la lauze ou en avaient. Et donc l'idée, c'est de comprendre les spécificités vraiment de ces couvertures, quelle époque, sur quelle partie d'édifice elles recouvraient donc justement le monument, comment c'est posé, quelle longueur, quel pureau, parce que c'est pas exactement le même type de pose qu'en Lozère ou en Bourgogne par exemple. Et donc nous avons ensuite fait des sondages, analyser les lauses, analyser aussi les lauses les plus anciennes, donc analyser aussi la forme support des pierres, et de façon vraiment à décortiquer et à comprendre le plus possible en fait la lauze dans l'Aisne, clairement, pour arriver à bien réintroduire le savoir-faire, mais évidemment par aussi l'intermédiaire de personnes qui savent, c'est-à-dire que les personnes qui ont le geste, notamment comme Antonio. Alors voilà, juste là sur ces diapos, encore d'autres édifices qui sont de l'Aisne, donc qui sont couverts en lauze. C'est effectivement très intéressant de pouvoir redécouvrir ce savoir-faire, notamment dans cette région des Hauts-de-France. Comme le savoir-faire a un peu disparu, que c'est un savoir-faire qui est quand même ancien et peu développé finalement sur le territoire français, comment est-ce que ça se passe sur le chantier ? Il y a une relation entre l'architecte et l'artisan qui du coup est particulièrement importante. Comment est-ce que ça se passe sur le chantier pour travailler ensemble ? Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Bon, après, on vient de deux écoles différentes, forcément. Nous, on est du terrain, et on se complémente l'un et l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance sur un chantier. Et je crois qu'il n'y a pas de DTU dans la partie lauze. Non, il n'y a pas de DTU, justement. Ouais. Après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir du recul quand même. Parce qu'ils ont mis des décennies pour comprendre comment il fait un toit de lave. Et donc maintenant on peut rectifier, on a la chance de rectifier un peu les erreurs qu'ils ont fait, mais qu'ils ont fait pour apprendre, enfin en apprenant. Et oui, c'est maintenant on peut rectifier, c'est-à-dire le choix des matériaux, on peut appliquer la pose. Avant, comme disait, ils posaient la lave la pierre qu'ils avaient sur place, c'était pas forcément de la très belle pierre, bonne, mais pas forcément bien adaptée. Donc ils faisaient avec. Aujourd'hui, on peut rectifier tous ces trucs-là, quoi. Ça aide beaucoup. Alors effectivement, il n'y a pas de DTU dans la lauze, mais il y a en fait quelques guides qui servent de référentiels, mais bon, ce sont des référentiels qui ne sont pas normés, qui ne sont pas reconnus, je dirais, nationalement. Alors il y a l'un des deux référentiels, j'ai justement apporté, là je voudrais quand même le montrer. Donc en fait, c'est le fameux guide de la Rosière, donc c'est un architecte dans les années 90 qui en fait avait fait le même type de démarche que nous avons fait dans l'Aisne, et donc il l'a fait en Bourgogne. Alors en Bourgogne, il se trouve qu'il y a un peu plus d'églises en lave donc qu'en Haute-France. Et donc en fait ce guide qui est un guide donc rédigé avec des dessins, avec des croquis, en fait vous y avez hautement contribué, Antonio. Et Antonio en fait est l'un des principaux formateurs en Bourgogne, et donc il a formé toute la génération de laviers actuels. Et même en fait il y a quelques restaurations des années 90-2000 dans l'Aisne, donc dans le nord de la France. Et Antonio a contribué aussi à former en fait des gens sur place pour les aider à restaurer, parce qu'effectivement en Haute-France le savoir-faire a totalement disparu. Voilà. C'est d'autant plus important de pouvoir le transmettre grâce à des personnes ressources comme vous. Et la formation, il y a une appétence, il y a des jeunes qui s'intéressent à ce métier-là ? Non, en ce moment, on a un souci de formation. Les jeunes, dans un premier temps,
ils voient, ils se prennent, comment dire, c'est sympa de transformer la pierre, la poser, voir le bâtiment fini, mais après, des fois, pour certains jeunes, ça paraît monotone. De faire ce métier-là tous les jours. Bon, c'est dur aussi, peut-être, je sais pas. Et non, on a du mal pour la formation, mais c'est en général dans tout le bâtiment. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est un souci qui est partagé par d'autres professions, ouais, effectivement. Pareil, charpent, tout ce qu'on veut. Vous nous disiez tout à l'heure que c'est aussi un matériau du local. On extrait la pierre, a priori, à proximité. Là, on a répondu à un chantier à Salmès, vers chez nous, en Bourgogne. Et à 35 ans de ça, à l'époque, j'avais ouvert un sondage, j'ai fait un sondage sur le plateau. On avait pris la pierre qu'on avait besoin, on a rebouché. Bon, à cette époque-là, on faisait ça sans autorisation. Aujourd'hui, on a fait toutes les démarches pour refaire ça dans les règles. Et on va poser des laves vraiment locales sur le chantier, à 1 km, quoi. Donc, circuit court, on a tous les... Puis la pierre est bonne, on l'a fait analyser. Elle est bonne aussi. Donc ça, ce serait... pour les couvertures en lave, ce serait bien de relancer ce système-là, c'est-à-dire d'extraire sur la commune même pour le bâtiment, sans faire de commerce, puisqu'on n'a pas le droit, hein, c'est limité à 100 mètres cubes par an et pour 5 ans, ce qui est normal. Et c'est Vernet qui a lancé ça, justement il parlait du couvreur en Lozère il y a quelques années de ça. Jean Vernet, et il avait déjà ce souci-là, puis c'est lui qui a réussi à convaincre la préfecture pour avoir une autorisation pour les micro-carrières. Voilà, puis donc on va essayer de continuer dans cet esprit. Et l'intérêt de ce matériau aussi, c'est qu'il y a peu de déchets quand on l'extrait. Je voudrais rebondir là sur le sujet du local. En effet, le père de Jean-Philippe Vernet est également lausier, et c'est quelqu'un qui a vraiment favorisé la réouverture en fait de mini-carrières. En fait, il a trouvé des endroits où vraiment on pouvait exploiter, et donc il redonne cette logique du local. Et la lauze, comme beaucoup de matériaux de couverture, mais en fait, tout matériau de couverture, même je dirais, mais surtout la lauze et la lave, nous réinterroge en fait sur cette notion du rapport entre le bâtiment et son matériau ressource, qui dans le patrimoine montre à quel point en fait il est local. Alors il n'est pas toujours local, mais il est quand même majoritairement local. C'est quelque chose que notre civilisation ou la société moderne a de plus en plus oublié, et la lauze nous permet de nous le rappeler, et ça c'est nous le rappeler en fait surtout parce que c'est un matériau lourd, donc compliqué à transporter. Alors c'est un matériau certes très durable, mais c'est un matériau en fait qui est particulièrement proche en fait en couverture, particulièrement proche de la façade, parce que c'est souvent le même matériau de la façade. Donc c'est la même teinte de pierre, le même calcaire, le même schiste parfois, puisque donc la lauze existe également souvent en schiste. Donc c'est un matériau à quel point qui nous montre à quel point il est intéressant de repenser au sol, au territoire, à la géologie. Alors il y a un petit diagramme. Alors ça c'était les recherches de carrières que nous avions faites dans l'Aisne. On avait retrouvé des vieilles carrières effectivement qui avaient disparu, qui avait été fermé au 19e, mais après, fin 19e siècle, début 20e. Après, il y a d'autres diapos qui nous montrent en fait un petit schéma, si les diapos peuvent passer. Voilà, c'est exactement celui-ci. En fait, c'est un schéma très simple que j'ai fait, qui est à peine caricatural. En fait, avant la civilisation industrielle, avant la grande période industrielle, et notamment le bouleversement des transports, essentiellement avec le fret, les camions, mais surtout le chemin de fer, en fait, ça a inversé pour beaucoup les prix. C'est-à-dire que le métal qui était absolument hors de prix, l'ardoise également au Moyen-Âge, sont devenus des matériaux presque trop démocratisés et on va dire trop accessible. À l'inverse, les couvertures végétales, le bardeau, le chaume ou la lauze, un petit peu moins, certes, mais quand même, la lauze qui était assez bon marché parce que ultra locale, sont devenus aujourd'hui des matériaux, posés hors de prix. La lauze, le bardeau, le chaume, c'est très cher. Donc on ne dira pas les prix au mètre carré de la lave ou de la lauze, mais malheureusement, ça n'a plus rien à voir avec la logique avec laquelle les monuments historiques sur lesquels nous travaillons a été établi. Donc en fait, ce schéma qui montre cette inversion, l'objectif c'est que grâce à la lauze, en fait, c'est de réinverser autant que faire se peut au XXIe siècle donc ce schéma. On le fera jamais radicalement, mais si on peut le faire un petit peu, ça serait très bien. Oui, effectivement, c'est intéressant de pouvoir le remettre dans une perspective historique en fait, d'utilisation des matériaux.
Donc, oui, pour le pisé, pardon, je me disais en fait souvent la lauze, pardon, c'est dans la poursuite de ça, la lauze en fait c'est un peu le pisé de la couverture. C'est-à-dire que c'est un matériau qu'il faut absolument redécouvrir pour les couvertures. On peut pas l'employer partout vraiment, mais il est tellement, il est le reflet du territoire et c'est un territoire qui est beaucoup plus étendu qu'on ne le pense. C'est pas seulement la Lozère et la Bourgogne et quelques coins dans les Alpes ou dans les Pyrénées, mais il se trouve que c'est aussi donc la Franche-Comté, que c'est l'Aisne, les Hauts-de-France. Beaucoup de territoires en fait ont des monuments historiques qui étaient couverts de lauze autrefois. Des sujets, une des spécificités de la lauze que vous défendez, je crois aussi, c'est donc que c'est un matériau utile contre le gaspillage. Pourquoi ? Alors pour ma part, je trouve que en fait, la lauze, c'est une bonne représentation d'un matériau irrégulier sur une couverture. Alors avant cette photo, il y a peut-être, c'est une qui est après ou avant, je sais plus, après peut-être. Voilà, celle-ci. Alors j'aime bien cette photo, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Il se trouve que c'est l'une des premières photographies de l'histoire de la photographie. Alors pas de la toute première, hein, mais c'est la toute première épreuve de la photographie en calotype. Donc c'est une photo des années 1840. C'est pas les toutes premières, hein, mais ça fait partie des premières. Donc c'est William Talbot, un Anglais, qui avait inventé ce type. Et en fait cette photo, c'est une couverture en Angleterre et on voit bien. Alors c'est pas une couverture en lauze, mais c'est une couverture en ardoise. Il y avait des ardoisières en Angleterre, mais néanmoins on voit cette couverture avec des ardoises relativement épaisses et surtout très irrégulières. Et donc quand on revient sur les traités, on voit au XVIIe siècle, notamment D'Avillers, mais pas seulement, D'Avillers et d'autres personnes en fait qui ont un petit peu parlé justement des couvertures en ardoise. Pas beaucoup, hein, mais il y en a un petit peu. Et bien en fait, il montre à quel point il y a plein de types de formats différents d'ardoises, alors qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur des formats ultra normalisés, standardisés. Et en fait, cette standardisation des matériaux de couverture provoque des gâchis très importants dans la production. Très très important. Par exemple, je donne un chiffre qui est assez, qui moi me heurte. En fait, c'est la production des ardoises. En Europe, elle vient majoritairement du nord de l'Espagne, du nord-ouest. La production des ardoises, c'est 97% de taux donc de déchets. 97%. Vous avez seulement 3% qui va sur les couvertures. Et ça, c'est à cause de cette normalisation, de cette standardisation du matériau. Cette photo nous montre à quel point en fait les couvertures autrefois n'étaient pas du tout régulières, étaient irrégulières. Et la lauze, donc là on peut revenir à la photo d'avant qui montre un petit peu justement le déchet. Là, il y a quantité d'ardoises qu'on aurait posées il y a 150 ans ou 200 ans sans aucun problème et qui partent en perte des profits et en déchets. Et la lauze nous montre à quel point l'irrégularité du matériau en fait est belle. Elle est intéressante et en fait elle nous rapproche même du matériau et elle nous rapproche aussi du savoir-faire et donc de l'entreprise et c'est là où en fait on se retrouve, Antonio et moi ou les couvreurs, on se retrouve ensemble sur un chantier. C'est que l'irrégularité du matériau nous permet de nous rapprocher, surtout d'autant plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous m'avez parlé, Oriane, là, du problème du DTU, c'est sur une couverture pour laquelle on n'a pas de DTU, on est obligé de s'entendre ensemble sur comment on arrive à ce que la couverture ne soit pas fuyante et comment est-ce qu'on arrive à la garantir sur le très long terme. Oui, donc il y a une vraie relation sur le chantier entre la maîtrise d'œuvre et l'entreprise qui réalise les travaux. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur... par exemple, la lauze, surtout posée en tas de charge, l'avantage qu'elle a, c'est que c'est un des matériaux, pourtant il est rigide, la pierre, et c'est un des matériaux le plus souple à adapter. Selon les formes, des fois on a des formes compliquées dessous, de support, mais comme on peut faire des courbes, des nœuds, des arêtes, enfin on construit tout au fur et à mesure en fait. Que si on pose par exemple de la tuile, il faut tout préparer, une préparation avant d'ossature, d'implantation avant. Tandis que la lave, non, on cale derrière, on arrive à faire toutes les formes qu'on veut. C'est un matériau qui est un des matériaux les plus souples en fait. Ça c'est le côté sympa aussi de la lauze. Oui, on a du mal à l'imaginer, peut-être du premier abord, qu'on puisse adapter toutes ces formes. C'est là où on se retrouve, parce que si le matériau est souple, il va se rapprocher en fait de ce qu'on veut comme image architecturale in fine. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour cet échange très intéressant. Ça donne envie de encore plus découvrir des bâtiments en lauze. Ça va revenir donc dans les Hauts-de-France, peut-être ailleurs. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez la revoir ou découvrir les autres programmes développés dans le cadre du Forum du patrimoine, je vous invite à vous connecter à notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.